Donc, 1 heure d'intervention sur la question du Covid en droit de la construction. Évidemment, ça va être très court et assez punchy. L'objectif, c'est à la fois de poser un certain nombre de jalons théoriques, c'est ce qu'on va faire là. Mais ces jalons théoriques sont en réalité le fruit d'une pratique courante. On a été privilégié pendant la crise d'avoir à gérer ces questions Covid pour un certain nombre d'intervenants, d'acteurs, etc. Et du coup, voilà, l'intervention qu'on fait là avec Jean-Philippe, puisqu'il m'a accompagné dans les méandres de ces questions-là pendant 2 mois et demi, c'est un peu aussi un témoignage. Alors, dans cette logique de témoignage de praticiens, d'humbles praticiens, il y a la logique aussi d'essayer de vous donner des points de là où on en est arrivé de nos réflexions, étant observé que le droit dont on parle, c'est un droit qui est en cours de construction. C'est un droit qui est en cours de construction. Voilà, il y aura forcément le point de vue qu'on aura de ces questions dans 3 mois sera un point de vue forcément différent de celui qu'on avait il y a encore 2 mois. Et voilà, donc tout ça est tout à fait normal. C'est un droit en cours de décantation. Mais on l'espère en tout cas, l'intervention aura vocation à ranger un certain nombre de sujets, parce qu'il y a quand même plein de points sur lesquels maintenant on a une vision à peu près claire de ces problématiques-là. Et c'est un peu ça l'idée qu'on se propose de faire avec Jean-Philippe dans un duo éternellement bon, où Jean-Philippe est bon. Et évidemment, la partie la plus importante, et moi je viens pour mettre un petit peu d'animation sympathique. Voilà, Mais non, paradoxalement, c'est moi l'invité. C'est toi la star et c'est moi l'invité. bon. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais finalement d'un droit en construction, d'un droit en évolution. Quand on pense, puisqu'on vous a envoyé un document avec le lien, vous a été adressé un document qui reprend finalement le plan de notre intervention. Et si vous prenez ce plan, vous voyez qu'il y a 2 parties, de manière très traditionnelle, 2 parties, 2 sous-parties, mais il y a surtout une quinzaine de points dans lesquels on va essayer d'entrer. Et vous voyez que le premier de ces points, c'est circonstances générales et réglementation. Et quand on envisage la réglementation, finalement applicable au Covid, celle dont on a pu parler tout à l'heure en introduction, on a beaucoup parlé dans les revues, on a beaucoup parlé dans les colloques qui sont intervenus jusqu'ici des ordonnances. Mais nous, aujourd'hui, on ne va pas spécialement parler des ordonnances. On va surtout parler des décrets. On va surtout parler d'autres textes qui ont eu un effet immédiat, un effet très concret sur l'activité de construction, finalement qui ont empêché, disons-le, les intervenants de savoir ce qu'ils avaient à faire, comment ils pouvaient le faire, de travailler normalement et qui vont continuer probablement d'affecter leur activité dans les mois qui viennent. Et c'est ça qui va nous intéresser principalement. Si on envisage cette réglementation, on se rend compte qu'elle commence le 14 mars avec la prohibition ou l'arrêt des activités non essentielles et qu'elle se poursuit finalement pour ce qui nous intéresse jusqu'au 13 mai avec une ordonnance du 13 mai. On avait déjà eu l'occasion avec Cyril d'en parler. On a donc pendant un tout petit peu plus ou en gros 2 mois, disons, pendant 2 mois, on a tout un éventail de textes là pris qui affectent directement la situation des intervenants à l'acte de construire. Et on va vous proposer pour commencer une espèce de petite analyse de ces textes-là. On ne va pas entrer dans le détail, rassurez-vous, on va éviter de vous endormir dès 10 heures du matin, mais on a quand même la nécessité, pour pouvoir introduire ce propos, de reparler globalement de cet ensemble de textes qui finalement se séparent en 2 blocs. On va les voir de manière assez claire. Et on va voir qu'on a des textes. Tout à l'heure, on a parlé je l'ai dit, on a essayé de balayer finalement toute la hiérarchie des normes internes, et on est allé finalement au-delà de ce qu'on voit traditionnellement, puisqu'on a un document, le fameux document de l'OPP-BTP, le guide pratique, qui vient également nourrir les réflexions, ou en tout cas les obligations qui pèsent sur les intervenants au chantier. Et c'est finalement cet ensemble normatif, ou un peu moins normatif pour ce dernier guide, qu'on va essayer de vous décrire très brièvement. Cyril, si tu veux reprendre la main. Oui, alors on va faire très synthétiquement. En réalité, nous concernant en droit de la construction, il y a 2 grands ensembles réglementaires qui vont nous intéresser. Le premier, Jean-Philippe en faisait état, c'est tous les ensembles et corpus juridiques qui ont vocation à déterminer les règles de distanciation sociale. Voilà. Et ce bloc-là est un bloc fondamental. Il naît, ce bloc-là, évidemment, des arrêtés. Donc, le premier décret, c'est le décret du 16 mars, repris par un décret du 23 mars. Et puis, dans sa dernière mouture, parce qu'en fait, la distanciation sociale reste réglementée aujourd'hui, c'est le décret du 11 mai et particulièrement ses annexes
je dirais que la source fondamentale, elle est là. Voilà. Donc, il y a des règles qui expliquent qu'on doit avoir, par rapport à nos habitudes latines, on va dire, moins de rapports physiques avec les autres. Et du coup, évidemment, toutes les fois qu'on est dans des zones de coactivité, et la construction est évidemment une zone de coactivité, ça génère une difficulté pratique. Je dirais, voilà, ça c'est la première logique. Il y a la deuxième logique qui est concomitante, c'est il y a certaines activités, mais certaines seulement, qui sont interdites, arrêtées partiellement ou arrêtées totalement. Alors, on va pas refaire le débat ici des pertes d'exploitation des restaurateurs, mais on voit bien que ça, c'est plutôt de ce côté-là. Mais nous concernant en construction, à l'inverse de ce qui a été choisi pour d'autres métiers, les spectacles, les restaurations, etc., on a affirmé très vite, alors de manière un peu floue, parce que dans la hiérarchie des normes bizarroïdes, le premier truc qu'on a, c'est un télégramme du ministère de l'Intérieur. Donc, en termes de hiérarchie des normes, c'est quand même pas le truc le plus exceptionnel de la Terre. Mais néanmoins, très vite, le pouvoir en place a dit la construction doit continuer. Et donc, c'est là qu'arrive notre problème, c'est comment continuer alors qu'il y a des contraintes particulières qui font qu'on ne peut pas continuer comme d'habitude. Et du coup, il faut réaménager, réorganiser, repenser l'acte de construire. Et ce sujet-là, il est donc né de ce double tempo 16-17 mars. Et pour moi, sur le plan pratique, c'est lundi, mardi, 16-17 mars, et problématiques de fermeture des chantiers qui vont s'en suivre, donc dont on va traiter un peu plus loin. Et deuxième temps, juste après, 17 mars, plutôt fin de journée, le pouvoir réglementaire qui annonce de manière un peu comme ça, non, il va falloir continuer. Et de cette double logique apparaît une réponse pratique et nécessaire. La profession dit ok, on doit continuer, mais du coup, il faut qu'on s'organise. Et comment s'organiser? Comment comprendre la distanciation sociale? Comment lui donner un sens? Non pas in abstracto quand je vais chez le boucher, mais in concreto quand je suis dans des installations de chantier, quand j'entre dans la partie premier étage, etc., et qu'il y a de la coactivité puisqu'il y a électricien, et puis moi je fais du parquet. Voilà. Et comment on va gérer ça? Et à partir de là, naît un processus qui est le temps numéro 2, qu'on veut décrire in abstracto. C'est le secteur qui décide de prendre un guide, de poser des règles qui vont permettre de fonctionner. Et donc, à partir du 17 mars, et jusqu'au 2 avril. 2 avril, c'est la date de publication, la date de diffusion du guide pratique préconisation de l'OPP-BTP. Va naître une période de discussion, alors assez unilatérale, il faut être quand même un peu clair là-dessus. Le guide OPP-BTP, c'est un guide des constructeurs-réalisateurs. Et les échanges avec les autres métiers, ingénierie, Syntec, Fédération des promoteurs, Conseil national de l'ordre des architectes, enfin tous les autres métiers de la construction ne vont être consultés qu'en fin de partie, ce qui en soi pose un problème concret, pratique, mais bon, je dirais que c'est le problème des institutions habituelles. Il n'empêche que, et là j'en termine un petit peu avec ce tempo-là, le 2 avril, l'OPP-BTP, qui est donc un organisme public, enfin parapublic, à vocation de gestion de la prévention des risques sanitaires, hygiène, sécurité sur le chantier, va diffuser un guide qui est estampillé, agréé par le ministère, mais ce guide n'est évidemment pas un acte administratif au sens strict pris par le ministère. Et c'est ma dernière observation. Ce guide a connu 2 versions pour l'instant, la version du 2 avril et une version du 10 avril. Et postérieurement à cette publication de ce guide de préconisation, qui fait, je ne sais plus de mémoire, 27 pages, postérieurement à cette publication, le ministère du Travail lui-même, et c'est le dernier point de réglementation, va diffuser un guide, lui aussi, d'intervention sur le chantier, qui ressemble pour certains, mais qui pour d'autres, évidemment, ne lui ressemble pas. C'est le jeu des 7 erreurs, si vous avez envie de voir. Et si vous regardez bien, ce document ne fait que 9 pages. Donc, comme on parle de source et comme on parle d'obligation, bien évidemment, le guide OPP-BTP a une vertu fondamentale, c'est d'avoir permis de reprendre des chantiers, de poser des règles pratiques, savoir comment on affiche, etc. Bien évidemment, sa portée juridique et son caractère obligatoire posera des tas de difficultés dont on va traiter pour partie pendant ce propos. Voilà pour l'introduction, je dirais, pitchée de la réglementation Covid. Peut-être le dernier point, Jean-Philippe, c'est une toute petite observation sur l'ordonnance 306
et l'ordonnance 319 donc, sur les délais et sur la problématique des marchés publics, 306 marchés privés et 319 marchés publics. Et dans cette logique-là, on constate quoi? Que dans le marché public, c'est l'article 6, on a organisé tout un système avec des suspensions, des prorogations, etc. Et dans les marchés privés, le gouvernement a choisi, parce que ce n'est pas propre au marché de travaux, hein, c'est une réglementation générale, l'article 2 ne concerne pas les délais d'exécution des prestations. En revanche, l'article 4 pose un mécanisme, entre guillemets, de paralysie des conséquences du non-respect des délais. Et c'est cette logique-là aussi qu'il va falloir maîtriser dans le propos qu'on va vous proposer pendant cette petite présentation. Jean-Philippe, je t'ai perdu en visu, alors du coup c'est hyper stressant. Tu es encore là ou on a perdu Jean-Philippe? Ça c'est le problème, Monaco, c'est un territoire lointain. Il a été déconnecté, me dit-il. Alors du coup, je continue un petit peu tout seul, il va peut-être revenir bientôt. Donc, je dirais, voilà un petit peu le point de départ de notre réflexion. On en termine donc avec notre point 2 et on arrive du coup à la question comment on gère cette situation particulière par rapport au contrat en cours au moment de la survenance de la période de pandémie. On laisse pour l'instant de côté, mais question qui se posera à l'avenir, de comment on fait les contrats à venir avec le risque de pandémie, mais je dirais que ça c'est plus les perspectives et d'évolution à venir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut d'abord s'intéresser à la question, les contrats ont-ils prévu, ont-ils pu prévoir ce qu'allait se passer à propos de la gestion de la pandémie? Et finalement, si on retient bien les grandes logiques qui sont là et celles qui résultent de l'ordonnance 306, c'est que les contrats, nonobstant la pandémie, ont intrinsèquement considéré vocation à continuer à s'appliquer. Voilà. Et ce principe-là, c'est l'arbitrage qu'a fait le gouvernement dans l'article 2 de l'ordonnance 306 en disant que les délais contractuels ne sont pas modifiés. Ce sont les délais des procédures, les délais d'action, les délais des autorisations d'urbanisme, les délais d'affichage, les déchéances, etc. Mais ce ne sont pas les délais contractuels. Et sur ça, on a une certitude parce que le rapport fait au président pour présenter cette ordonnance 306 est très clair sur ce sujet-là. On sait que les délais ne sont pas concernés, tout comme évidemment le prix n'est pas concerné, tout comme les obligations contractuelles ne sont pas concernées. Donc, et c'est la première circonstance, donc dire que c'est pas de ma faute, le contrat s'est arrêté, j'ai plus d'obligations parce qu'il y a une pandémie, intrinsèquement considéré, est inexact. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Il y a deux ensembles de clauses qui potentiellement ont pu anticiper plus ou moins la question de la gestion de la crise Corona dans les marchés de maîtrise d'œuvre, comme marché d'entreprise. Première, c'est la question du prix. Donc, premier ensemble de clauses qui peuvent exister et tenir compte de ce sujet-là ou avoir un impact. Deuxième, c'est la problématique de la gestion des délais. Donc, sur la question du prix, on va dire, malheureusement, les marchés conclus de maîtrise d'œuvre comme de marché de travaux présentent deux problèmes, deux failles qui sont assez peu compatibles avec le sujet qui nous intéresse, c'est l'impact de la pandémie. Premier ensemble de clauses, c'est la nature des rémunérations. Quasiment de manière systématique, c'est de manière épisodique et très rare que finalement on retient des marchés au mètre. La plupart des marchés, maîtrise d'œuvre comme contrat d'entreprise de réalisation de travaux, louage d'ouvrage, sont des marchés à forfait. Donc le marché à forfait, c'est bête et méchant, hein. C'est voilà ce que tu dois faire, voilà le prix de l'exécution de ton contrat. Et évidemment, vous comprenez que ce sujet-là, le marché forfaitaire, a vocation à dire, du coup, en principe, tu dois le faire comme ça a été envisagé. Donc, à cette logique-là, si un phénomène de pandémie arrive, en principe, le prix, c'est le prix. On a envie de dire, c'est un peu comme Canal de Craponne. Si on veut aller plus loin dans l'analyse, c'est le prix étant le prix, peu importe les circonstances, le juge ne saurait tirer de l'évolution de ces circonstances une nécessité de réévaluer la valeur des prestations. Donc ça, je dirais que c'est l'idée de base. Oui, mais on est dans un contexte qui est un petit peu différent aujourd'hui qu'on ne l'était à l'époque de Canal de Craponne. On est sous l'empire du nouveau code civil. Pour l'essentiel des marchés, et c'est là peut-être un facteur clivant qu'il faut voir sur les opérations qui sont un peu lentes
parce que très longue ou très complexe, faut voir si les marchés ont été conclus antérieurement ou postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur du Code civil. Ça, c'est fondamental, parce qu'un tas d'outils juridiques sont apparus avec le nouveau Code civil. Et dans le nouveau Code civil est apparu un texte dont il est beaucoup discuté, c'est l'article 1195 du Code civil nouveau, c'est le texte sur l'imprévision. Voilà. Alors, et pour faire simple, j'espère qu'un jour Jean-Philippe va revenir, parce que pour l'instant, c'est un duo qui se transforme en un monologue. Mais donc, 1195 du Code civil, c'est quoi? C'est l'arrêt de l'idée qu'il n'y a pas d'imprévision sur le prix dans le droit des contrats français. Donc, on admet la possibilité qu'il puisse y avoir une théorie de l'imprévision. La théorie de l'imprévision, pour faire simple, c'est de dire on peut, lorsque les circonstances évoluent et conduisent à un bouleversement économique du contrat, un bouleversement important, on peut prévoir que on fera évoluer la rédaction, les conséquences du contrat, la portée de la clause sur le prix et du marché à forfait. Cyril, T'es revenu? Alors, ouais, je suis revenu par téléphone. J'ai un problème avec mon ordinateur. J'essaie toutes mes excuses à tout le monde. Évidemment, c'est quasiment la première fois que ça se passe. Je suis désolé. J'essaie de me reconnecter par mon ordinateur le plus rapidement possible, mais on peut continuer comme ça en attendant. Je te dis où j'en suis. J'ai fait la présentation des textes. On est dans la partie 3 sur le prix. J'ai fait le forfait et on est dans la théorie de l'imprévision. Et on en arrivait au point crucial qui était la question de savoir si oui ou non les clauses écartant l'imprévision ont vocation à avoir une portée dans notre problématique. Peut-être tu peux reprendre la main du coup sur ce sujet-là. Bon, c'est une question d'acceptation des risques. Quand on lit l'article 1195 du Code civil, finalement, on se rend compte qu'il y a cette idée d'acceptation du risque par l'une des parties ou par les parties. Et finalement, la question qui se pose, c'est de savoir si à l'instant de la conclusion du contrat, les parties ou l'une des parties a pu accepter de supporter le risque de pandémie mondiale de Covid-19, alors même qu'on n'avait pas idée à l'instant de la conclusion du contrat qu'une telle pandémie pourrait un jour surgir. Alors, on a pu avoir des discussions sur évidemment les précédents, le SRAS, etc. Moi, il me semble que très, très concrètement, une pandémie mondiale de cette ampleur-là était au-delà de l'imprévisible. C'est une espèce d'imprévisibilité absolue et donc il est difficile de considérer qu'il y a pu y avoir une acceptation des risques d'une telle nature à l'instant de la conclusion du contrat. Voilà pour tenter de limiter la portée d'une clause qui exclurait par principe l'article 1195 et le jeu de la théorie de l'imprévision dans les rapports entre les parties. Voilà, si ça reconnecte avec ce que tu as dit, Cyril, du coup, puisque là on est fait, non pas en aveugle, mais là on l'a fait quelque part sans son, sans connexion. Est-ce que ça reconnecte avec ce que tu as dit à peu près? Bien, et j'ajouterais que du coup, on aura forcément, c'est le premier débat qu'on aura potentiellement en pratique dans les contentieux qui vont naître et qui ne manqueront pas de naître, même si on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, c'est est-ce que en 195 a vocation à vous être opposé? Donc, est-ce que si je suis entreprise ou maître d'œuvre, est-ce que le maître d'ouvrage qui m'a imposé la renonciation à une clause d'imprévision, donc au mécanisme qui permet in fine potentiellement d'aller chercher le juge pour obtenir une modération du contrat, est-ce que cette clause a vocation à jouer? On voit qu'on peut discuter de sa portée. Autrement dit, contrairement à ce que disent un certain nombre de personnes qui ont analysé la question de l'article 1195, et en tout cas c'est notre opinion à Jean-Philippe et à moi, c'est que c'est pas une question d'ordre public en fait 1195, c'est d'ordre public 1195. La question c'est que on a le droit d'admettre une part d'aléa dans les contrats. Et ce sujet-là, c'est de savoir si l'aléa, le Covid, entre ou pas dans un aléa normalement prévisible. J'ai envie de vous dire avant, non. Demain, oui. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a intérêt quand même, c'est la dernière observation sur ce sujet, on a intérêt à faire évoluer nos rédactions de clauses de marché à venir pour tenir compte de ces phénomènes de pandémie, pour savoir, dans ce cas-là, comment les parties ont vocation à organiser la gestion de l'imprévision. Et je pense qu'il est préférable, plutôt que de l'écarter d'un revers de la main, ce qui a été beaucoup fait dans les contrats, malheureusement, suite à la réforme de 2016, il est préférable d'organiser. Et d'organiser, c'est quoi? C'est déterminer quand est-ce que les parties estiment qu'il y a imprévision. 2, une fois que la prévision est admise, de savoir comment on va gérer la réévaluation du contrat et selon quelles règles. Toutes ces questions-là, en fait, c'est vrai que c'est les thèmes qui vont nous habiter dans la question de la recherche d'un protocole d'accord sur la gestion de la pandémie dont on parlera un petit peu plus avant.
Oui, et on y reviendra d'ailleurs à cette question-là, et au-delà de la seule clause d'exclusion de l'article 1195 et au-delà finalement de tout ce qu'on a pu dire jusque-là, il y a dans l'article 1195 lui-même un certain nombre de limites qu'on pourra envisager tout à l'heure, et qui militent justement pour l'idée d'une prévision des parties sur la renégociation. Oui, alors du coup, je réponds en même temps parce qu'on avance à monsieur ou madame Joly, je ne sais pas, Joly, à Joly. Oui, je pense que le guide doit être analysé au regard du protocole ministère du Travail. Pour moi, le protocole ministère du Travail est dirimant. Les au PPBTP sont évidemment secondaires, n'ont pas la même portée juridique. Donc oui, maintenant ils sont concordants pour l'essentiel, hein. Après, il y a des creux, et c'est dans les creux qu'apparaissent les différences. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Jolie, gender neutral. On peut sur, du coup, la question des clauses relatives au délai d'exécution. Oui, les clauses relatives au délai d'exécution. C'est vrai que face aux difficultés dont on a parlé, qu'on a pu énumérer, tout de suite se pose la question des... alors attendez, parce que là, normalement, on devrait... J'attends parce que je devrais pouvoir me reconnecter, mais pour parler rapidement des délais, un certain nombre d'acteurs ont pensé pouvoir trouver des solutions dans les clauses de majoration de délai, mais là évidemment tout dépend de la manière dont la clause est rédigée, de savoir si la pandémie est visée. Et pour être tout à fait honnête, la pandémie est quand même assez peu visée de ce qu'on a pu observer. Et donc c'est un secours tout à fait limité, en tout cas très aléatoire, et qui dépend de la capacité des rédacteurs d'actes à avoir anticipé cette question-là. Donc au niveau des clauses de majoration de délai, même si la pandémie n'est pas forcément visée, hop, là, je vais... Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, très bien, Jean-Philippe, c'est bien. Super, ça y est, j'ai pu faire les manipulations en même temps. Alors, il n'y a plus que l'image. Est-ce qu'on me voit ? Oui, nickel, ouais. Parfait. Allez, super. Et c'est vrai que finalement, au-delà de la pandémie elle-même, visée de manière expresse comme cause légitime de retard, on a pu trouver dans certaines rédactions, lorsqu'étaient mentionnées parmi les causes légitimes, les injonctions de l'administration, les nécessités d'arrêter le chantier, toute règle imposée, toute nouvelle législation, réglementation. On a pu trouver là, par une interprétation certes un peu extensive, mais sans doute cohérente, des moyens peut-être de venir limiter la portée d'un délai fixé. Ouais, et donc pouvoir reculer un petit peu le... Voilà. Ouais, et en rebondissant là-dessus, je pense que, en tout cas, se dessinent concrètement deux périodes tout à fait distinctes sur la question de la gestion des délais pendant la période de Covid. C'est la période qui va du 16-17 mars, date de fermeture des chantiers en pratique, jusqu'au 2 avril, date de publication du guide pratique de l'OPP-BTP, qui donne les outils pour pouvoir reprendre. Pendant cette période-là, on peut soutenir assez certainement, à mon avis, qu'en réalité, il y avait une forme d'impossibilité liée au contexte administratif. Parce qu'en réalité, en disant, attention, il y a des règles de distanciation sociale, mais on ne sait pas comment elles fonctionnent, l'arrivée du décret du 16 mars a nécessairement généré cette situation. Et dans ce cas-là, les clauses dont on parle, on peut s'y raccrocher au même titre que, et c'est le débat, qui est aujourd'hui en cours sur la couverture par les polices dommages des pertes d'exploitation par les assureurs. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, est-ce que c'est une décision administrative de fermeture partielle ou totale ? Certes, c'est pas ce qu'a dit l'administration, puisqu'elle a dit non, c'est pas fermé, mais de facto, je pense que pendant la première période jusqu'au 2 avril, en réalité, on n'a pas les moyens d'intervenir sur les chantiers, de sorte que, pour moi, les paralysies des délais sur le plan contractuel, on peut les soutenir par le truchement de l'application des clauses de suspension légitime de délai qui figurent dans la plupart des contrats, ici en VFA comme en marché de travaux. On a dit qu'on ne parlait pas de VFA parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui en parlent à la fin et qu'il ne faut pas manger la pelote des autres. Alors du coup, on n'en parle pas, mais ce n'est pas moi qui vais être gêné le plus, c'est Jean-Philippe qui est frustré. Moi, je ne suis gêné par rien, si ce n'est par l'outil informatique. Hein. C'est la seule chose qui me gêne. Donc, voilà. Premier constat, on en arrive là au milieu de notre première partie. En fait, l'appréhension contractuelle du risque de pandémie est quasiment inexistante en France parce qu'en fait, on a été nourri à la mamelle de Canal de Craponne.
Ouais. Parce qu'en fait, comme on nous a dit pendant 2 siècles, non, 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 le contrat, c'est le contrat. Peu importe que 4 siècles se soient écoulés, le prix de ton hectolitre de flotte qui vient du canal, ça sera le même prix et on se fout de savoir que ça coûte 10 000 fois plus pour la produire. Alors, on a nécessairement, nous tous juristes, une absence de prévision de l'imprévision. Les clauses de hardship, c'est pas français. Voilà. Pourtant, ça l'est devenu. Donc maintenant, il va falloir qu'on se réhabitue. Donc, comme le contrat n'a pas prévu assez, comme le contrat français est assez hostile à la théorie de l'imprévision, presque par formation. Et nous tous, on est passé à la fac et on nous a tous appris ça, donc on est tous marqués par nos premières essences amoureuses d'université. Amoureuse, ça peut être aussi le café à côté, hein. Ça, chacun a choisi son amphi. Néanmoins, comme on n'a pas assez de prévision, et c'est notre deuxième partie, au-delà du contrat, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on appréhender le sujet de ce bouleversement fondamental de l'organisation et de la réalisation de l'acte de construire pendant cette période? Et c'est évidemment Jean-Philippe qui va s'y coller pour introduire cette partie-là. Alors, simplement, je ne sais pas si tu l'as lu tout à l'heure, l'article 1195, on peut juste le rappeler pour introduire finalement notre deuxième sous-partie de la première partie qu'on a appelée gestion du Covid au-delà des prévisions contractuelles, parce qu'on va tout de suite comprendre pourquoi l'article 1195, dans sa rédaction telle qu'elle a été proposée en 2016, présente certaines limites. Alors, je lis l'article 1195. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Alors évidemment, quand on envisage la situation concrète, on vous l'a dit, le plus souvent on a des clauses d'exclusion de l'article 1195 et de la théorie de l'imprévision. On vous a donné quelques clés pour tenter de limiter la portée de ces clauses d'exclusion. Néanmoins, on va s'intéresser au-delà de ça à l'article 1195 et peut-être pour préparer l'avenir, pas seulement donc les solutions là à court terme pour régler la situation telle qu'elle existe aujourd'hui, mais peut-être pour une pratique ultérieure, comment anticiper finalement une renégociation du contrat dans de bonnes conditions. Si je prends l'article 1195, j'ai déjà une première interrogation. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, déjà que je vois, là, peut-être pour clarifier les choses, si je m'accorde là-dessus, c'est peut-être bien. Ensuite, quand j'ai rend l'exécution excessivement onéreuse, mais il suffit de s'arranger, d'avoir des espèces de seuils en disant, à partir de tel stade, à partir de tel seuil, ce sera excessivement onéreux. En dessous, ça ne l'est pas, la question ne se pose pas. À partir de là, ça l'est. Et peut-être que quand on envisage les effets ensuite de la renégociation, parce que là, quand on mesure l'article 1195, on commence par solliciter son co-contractant, qui lui peut dire « Ouais, attends, je vais réfléchir, je vais voir. Faut voir, je sais pas trop, vas-y, mets-moi ça par écrit dans un plan de partie, de sous-partie, puis je vais soumettre ça je vais voir, on verra. » Bon, déjà on perd du temps. Quand on envisage la situation de la pandémie là de Covid-19, on se dit, et on l'espère tous, vraiment, que ce sera que temporaire. Ça va pas durer forcément trop longtemps, même si on n'est sûr de rien, mais on peut l'espérer. Donc si j'envisage une situation temporaire pour laquelle je dois réagir et que l'outil que j'ai pour réagir m'oblige déjà à aller voir mon co-contractant, lui demander la permission pour renégocier le contrat et que lui me dit attends, je vais prendre mon temps, on se dit que c'est déjà un outil limité. Ensuite, on va avoir des difficultés parce qu'on va discuter justement du seuil de déclenchement. Et quand il va être question de savoir ce qu'on fait, on va renégocier et pour réadapter le prix, il y a peut-être un seuil au-delà duquel on se dit mais même en réadaptant le prix, là moi je peux plus. Et donc on va peut-être basculer dans une idée peut-être d'anéantissement du contrat, de résiliation ou de résolution. Voilà l'idée, c'est peut-être d'avoir une clause qui ne soit pas finalement calquée sur l'article 1195, qui permette aux parties de moduler finalement leur rapport comme elles l'entendent et de se dire au-delà, on renégocie. Il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on peut renégocier, on renégocie. On prévoit au niveau de cette renégociation un certain nombre d'éléments qui vont permettre de fixer les choses. On peut même, pourquoi pas, envisager de soumettre la situation à un tiers. Ça peut faire partie des choses qui sont intéressantes. On prévoit un expert, un tiers expert, et là Cyril a eu une idée et il va pouvoir vous en parler. Ce tiers expert va nous proposer quelque chose. Ça va nous lier ou ça ne va pas nous lier, mais dans tous les cas, on a quelque chose de concret qui va nous être proposé sur la base de ce qu'on a arrêté ensemble et conventionnellement. On n'a pas d'interprétation ni des faits, ni de l'article 1195. Donc voilà pourquoi, me semble-t-il, une clause de prévision, enfin une prévision contractuelle qui permettrait de renégocier de manière quasi automatique lorsque certaines circonstances qu'on a arrêtées ensemble sont réunies, semble opportune par rapport à l'application pure et simple de l'article 1195, que de toute façon on a écarté.
jusque-là. Donc, j'ai rien de particulier à ajouter là-dessus parce qu'on est quand même pris par le temps. Donc, je dirais que, voilà, premier outil, c'est cette gestion de l'imprévision contractuelle, mais on terminera notre partie 1 là-dessus sur la nécessité d'aller vers des protocoles pour éviter la boucherie qui s'annonce si on faisait pas comme ça. Le deuxième sujet, évidemment, c'est l'attendu. On va dire que c'est les points de passage attendus nécessairement. C'est tout le débat relatif à la force majeure. Oui, la pandémie est-elle une force majeure? N'est-elle pas une force majeure? Voilà. Je vais répondre de manière assez efficace sur ce sujet-là. Première chose, c'est on a un texte aujourd'hui, c'est 1218, on avait une jurisprudence avant, elle est concordante, on a un triptyque, c'est classique. Fondamentalement, ce qui pose problème dans la question de l'imprévision et du Covid n'est que lié à l'irrésistibilité. Voilà. Toutes les autres problématiques, est-ce que c'est extérieur, est-ce que c'est absolument incontournablement difficile à gérer? Oui, tout ça, ça ne pose pas de problème. En revanche, est-ce que c'est absolument irrésistible? Et la question est là. Et la première observation, c'est que l'acte de construire, c'est pas que le chantier. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire, même quand un chantier est fermé. Donc, je dirais que ça ne marche pas pour tout. Donc, les études, les problématiques de réunion, on a tous fait 3 milliards de visio, Teams, Google Meet, machin, donc on peut travailler à plein, à distance, c'est pas un problème. Donc les études, la conception, et du coup plein d'autres choses aussi en phase chantier. En phase chantier, je suis désolé, mais les études d'exécution, elles peuvent avancer même si on est à distance. La problématique des visas, ça peut se faire à distance. La synthèse, ça peut se faire à distance. Donc, est-ce que intrinsèquement 1218 peut être l'arme absolue, le bouclier qui permet de dire attention, suspension des obligations temporaires de l'article 1218 alinéa 2 parce que c'est la pandémie? La réponse est niet en fait. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça que c'est écrit. Donc, c'est un faux argument. En revanche, il y a des circonstances, il y a des espèces, il y a des cas où effectivement on va être dans une situation irrésistible. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. J'ai plus du tout d'approvisionnement. J'ai besoin de fenêtres. Les fenêtres, elles sont fabriquées en Italie. Elles n'arrivent pas. Les recommander, c'est 18 semaines. Évidemment, vous comprenez que cette circonstance-là, rend impossible la pose d'une fenêtre. C'est pas une question de savoir si in abstracto c'est de la force majeure. C'est in concreto. Ici, je suis dans une situation qui rend impossible l'exécution de la prestation voulue dans le tempo voulu. Donc comprendre donc l'acte de construire, particulièrement l'acte de construire sur le chantier, peut, pour partie, en totalité, ponctuellement ou plus généralement, constituer un phénomène irrésistible. Mais c'est de l'appréciation in concreto. Et là, vraiment, je souligne un point qui est, à mon avis, fondamental. C'est tous ceux qui partent du principe que parce qu'il y a eu la force majeure, parce qu'il y a eu le Covid, il y a de la force majeure, donc j'ai arrêté, donc j'ai rien à expliquer, vont se positionner dans une logique qui va être frontalement d'hostilité en disant moi je suis bloqué, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, donc je discute de rien. Et en réalité, c'est cette attitude-là qui va générer la difficulté juridique pour eux. Parce qu'en faisant ça, ils vont se priver de la faculté de pouvoir démontrer justement que le phénomène est irrésistible pour eux. Parce que si on commence à rentrer dans le graphe, à discuter avec son co-contractant, oui, mais alors si tu reprends quand est-ce que tu peux le faire? Alors lui, il va demander à ses fournisseurs quand est-ce que je peux avoir du béton spécifique, naninana. Et là, on va lui dire attention, là, on est un peu en difficulté, je les aurai dans 5 semaines. Or, tous ces éléments-là, c'est ce qui constituera nos dossiers pour dire si oui ou non il y a eu de la force majeure sur le chantier in concreto. Autrement dit, et en synthèse, y a-t-il de la force majeure liée au Covid? La réponse n'est ni oui ni non, en fait. Ni oui ni non, ça veut dire quoi? C'est non pour un certain nombre d'obligations, oui pour certaines obligations, mais oui pour certaines obligations au regard de la démonstration de ce que ce phénomène a été, pour moi, irrésistible in concreto. Et vous voyez, cette démarche-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle montre que la seule voie possible est la négociation, parce que c'est justement la négociation qui révèle ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui peut être fait et comment ça peut être fait. Autrement dit, négocier, chercher un protocole, c'est se préparer à voir, si ça ne marche pas, les éléments utiles pour pouvoir démontrer l'impossibilité d'exécuter l'acte de construire. Je ne parle pas ici de la période 16 mars, avril. Je suis en train de parler de la période 2 avril à maintenant. Alors, on nous dit que certains ministres affirment qu'à la fin du mois, tout aura repris. D'autres disent qu'on a déjà plus de 50%. La réalité, c'est qu'on a un peu plus de 50% du taux de reprise des chantiers et qu'on espère être à quelque chose comme 70% des reprises en fin de mois. Ça veut dire quoi? Cette reprise, ce n'est pas la reprise normale. C'est une reprise dégradée. On va en parler beaucoup. Autrement dit, la force majeure, il y en aura.
mais ce n'est pas la panacée. C'est donc ni l'imprévision ni la force majeure qui répondent à notre problématique Covid-19. C'est des mécanismes plus fins. Voilà en tout cas l'idée que nous, on se fait de ce sujet-là. Et peut-être, on a quand même un petit peu de temps, Cyril. Il est 16. Non, mais on peut juste revenir sur le flot d'affirmations qu'il y a eu au milieu du mois de mars sur le fait que le Covid-19 était constitutif de manière certaine d'un cas de force majeure. D'ailleurs, Joly nous dit le respect des gestes barrières est un fait extérieur imprévisible et irrésistible. C'est en annexe du décret 2020-548. Non, c'est une interrogation. Finalement, quand on revient assez rapidement, cette idée de maladie, pandémie, épidémie, et évidemment, tout le monde avait en tête l'arrêt du 14 avril 2006 en disant bah oui, la maladie, c'est sûr, c'est un cas de force majeure, il n'y a pas de doute. Et quand on envisage en plus le caractère absolument généralisé, la pandémie mondiale, il n'y a pas de doute, c'est un cas de force majeure. Oui, sauf qu'en matière de construction, on se retrouve dans une situation dans laquelle la maladie en elle-même, si on se souvient de l'arrêt du 14 avril 2006, pourquoi la force majeure avait été retenue? Parce que l'entrepreneur était le seul à pouvoir exécuter. Et donc, face à ce premier argument, on peut déjà opposer un élément, c'est que, évidemment, s'il y a des exécutants de substitution, la force majeure pour la seule maladie, c'est écarté. Ensuite, Beth nous dit et le fait du prince SVP, c'est exactement ça. Le deuxième aspect force majeure ici, c'est le fait du prince. Toutes les mesures de sécurité sanitaire dont il est question, auxquelles on fait référence, c'est exactement ça. C'est un fait du prince. On vous renvoie d'ailleurs, sans faire aucune publicité, pardonnez-moi parce que c'est moi qui le dis. Il y a 2 articles à la RDI qui font la synthèse VFA et contrat de construction. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça a le mérite d'exister. Hein, voilà, on vous le dit. Page 216 et page 228. Donc Covid-19 et contrat de construction, les contrats de construction dans la tempête. Voilà. Du coup, évidemment, tout ce dont on parle, Ben, vous avez parfaitement raison, c'est exactement une hypothèse de fait du prince. Et on se dit, à quel point ce fait du prince est-il contraignant? Est-ce qu'on peut continuer ou pas? Évidemment, si on ne peut pas continuer. Si on regarde la prohibition des regroupements de personnes, si on regarde l'impossibilité de la coactivité, si on regarde des circonstances particulières du chantier, de l'aménagement des lieux, plein d'éléments, des circonstances particulières, on ne peut pas reprendre, ou on ne peut reprendre que dans des conditions extrêmement dégradées. Évidemment qu'ici, on aura des éléments, et c'est ce que Cyril disait, très concrets, in concreto, pour défendre l'idée de force majeure si on n'est pas parvenu à un accord intelligent, à un accord de bon sens entre les différents acteurs. Dans des situations bloquées, dans des situations dans lesquelles les positions des uns et des autres sont trop éloignées, évidemment, c'est une évidence, c'est une évidence. Voilà, pour synthétiser, voilà, là-dessus et pour vraiment fermer la parenthèse maintenant. Donc, ceci étant posé, en réalité, dire que le Covid ne change rien, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les contrats continuent de porter leurs fruits et de continuer comme ils l'étaient au départ, n'est pas tout à fait exact, en fait. Ce qui est sûr, c'est que l'apparition du Covid a généré une perturbation de l'acte de construire pratique. Et cette perturbation de l'acte de construire pratique a fait apparaître des missions, des prestations qui n'ont pas pu être envisagées ab initio par les marchés de travaux, par les marchés de maîtrise d'œuvre. Pour ces contrats, pour ces missions-là, c'est pas qu'on doit négocier pour savoir est-ce que l'évolution de la gestion des bennes à ordures ou de la désinfection des installations de chantier, on doit renégocier le prix, le maître d'ouvrage doit mettre à la poche, etc. C'est pas ça le sujet. C'est il n'y a pas de contrat. Et quand il n'y a pas de contrat, eh ben, il faut en conclure un. Et donc ça, c'est la première observation. Il y a des prestations qui sont évidentes et qui sont nouvelles. Le CSPS, quand il y en avait un sur le chantier, il n'avait certainement pas la même prestation qu'il va avoir sous l'empire du Covid. Sous l'empire du Covid, il va devoir gérer. Donc, certes, il va devoir mettre à jour son PJC, il va devoir potentiellement, on va lui confier d'autres missions, d'être plus présent dans la rigueur du contrôle sur le chantier, enfin voilà. Et tout ça, de toute façon, pour la maîtrise d'ouvrage, ne fait pas un pli. Comme le maître d'ouvrage est responsable de la sécurité chantier, parce que le Code du travail le dit comme ça, parce que c'est le principe, alors il doit faire en sorte que les prestataires qui ont vocation à gérer ce problème-là pour son compte et avec lui, il faut qu'ils aient les missions qui soient adaptées à la gestion de ce risque-là. Autrement dit, la première chose qu'un bon maître d'ouvrage fait en période de Covid, et c'est ce qui a été fait par la quasi-totalité d'entre eux, c'est de mettre à jour les contrats, d'avenanter les contrats de CSPS pour leur donner du coup une texture qui va être concordante avec la problématique de la gestion. Je dirais première observation. Deuxième observation pratique et concomitamment, on voit bien la problématique, c'est que potentiellement, les missions qui sont confiées à la maîtrise d'œuvre
Je pense ici potentiellement à la maîtrise d'œuvre de suivi d'exécution particulièrement. Ces missions-là aussi peuvent avoir vocation à être évolutives parce que on voit bien une mission de DET, c'est une mission qui certes est forfaitaire, mais elle est quand même dans une logique de proratisation temporis. Autrement dit, le suivi de chantier pour un maître d'œuvre, c'est un suivi de chantier qui est lié à une durée prévisionnelle du chantier. Si le chantier prend 6 mois en plus parce que la dégradation du mode de production Covid conduit à un allongement des délais de production, on voit bien qu'il y a bien une difficulté qui est l'allongement de la durée d'exécution. Vous allez me dire, c'est pareil pour l'entreprise. C'est pas tout à fait exact parce que l'entreprise, elle va avoir des contraintes, on va en parler un petit peu après, mais c'est pas les mêmes contraintes. L'acte de construire reste le même. Il doit construire un mur, il doit construire des fondations spéciales, il doit construire un ascenseur, il doit construire une toiture. Autrement dit, c'est comment ce contrat qui existe, cette mission qui existe, cette prestation qui est prévue, va évoluer ou doit-on la faire évoluer? Ici, c'est pas la même chose. Pour le CSPS, c'est sûr. Pour la maîtrise d'œuvre DET, ça peut se questionner. Et puis, il y a la vision, évidemment, de l'OPC. L'OPC, on rappelle, le pilote, c'est lui qui fait la coordination. Évidemment qu'il va avoir un taf énorme. C'est lui qui va pouvoir dire quelle zone peut être impliquée, comment reprendre les calendriers. Alors certes, l'OPC refait des calendriers en perpétuelle évolution parce que les gens sont incapables de respecter les délais, c'est le principe de l'être humain. Peut-être aussi parce qu'on les contraint à respecter des délais qui ne sont pas faisables au départ. C'est peut-être, je vais jeter la pierre à personne, comme ça j'en mets sur tout le monde, c'est responsable de cette situation. Mais là, c'est un peu spécial parce qu'en fait, l'OPC, il va devoir inventer un nouveau mode de gestion des calendriers. C'est le calendrier qui bouge à raison des contraintes réglementaires. Parce qu'aujourd'hui, on avait première situation distanciation sociale version 16-23 mars. On a maintenant distanciation sociale mode 11 mai. On aura probablement la semaine prochaine distanciation sociale mode post-3 juin. Et donc, évidemment, l'OPC, il va se recaler aussi lié aux méthodes observationnelles dont on parlera un petit peu plus loin. Voilà. Donc, pour moi, ces trois sujets-là sont fondamentaux. C'est pas exactement les mêmes tâches. Et puis, il y en a une quatrième qui arrive. Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est l'apparition d'un nouveau bonhomme qui est le référent Covid, quoi. Donc lui, la question du référent Covid, c'est complexe, mais on voit si c'est le référent Covid de l'entreprise, on a envie de dire, c'est un peu le mec qui est sur le chantier, quoi. Donc ça, c'était déjà prévu. Alors, je parle en tant que maître d'ouvrage, voilà. Par contre, évidemment, le maître d'ouvrage qui va mettre un nouveau gars qui s'appelle le référent Covid chantier maître d'ouvrage. Lui, il n'existait pas, par définition. Le maître d'ouvrage n'avait pas encore ce bonhomme-là. Donc ça, c'est un nouveau contrat. Donc évidemment, vous allez dire, c'est très rapide. Il faudrait qu'on creuse chaque point, mais les points de vigilance sont là. C'est une première catégorie juridique. Il existe des bonhommes qui existaient, mais dont la mission sont nouvelles. Des bonhommes qui n'existaient pas et qu'il va falloir contracter. Et là, évidemment, la maîtrise d'ouvrage est obligée de passer des nouveaux contrats ou des avenants. C'est pas un sujet. C'est une réalité et donc le faire, c'est aussi accompagner la gestion de la crise Covid et la maîtrise d'ouvrage a ses responsabilités. D'ailleurs, elle les assume. Je veux dire, c'est pas un sujet pour la maîtrise d'ouvrage. Elle le fait de manière prégnante, évidente, certaine et active parce qu'elle veut que ces chantiers avancent. Donc ça, je dirais que c'est pas tellement le problème de fond. Le vrai problème de fond, et on va y venir, Jean-Philippe, si tu es d'accord, on passe au point 8 et 9, c'est l'impact des contrats existants du Covid sur les délais et les prix. Et peut-être que là, il faut qu'on arrive à faire des observations hyper rapides, Jean-Philippe, parce qu'on est déjà à 10h24. Mais j'ai perdu Jean-Philippe. Oui, c'est le problème de Monaco. On ne peut pas compter sur les mecs qui sont à Monaco. Ça va, ça vient. Il a disparu de nouveau ou pas? Les promoteurs sont toujours des gens pressés. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'ils ont. Je vous rappelle, les promoteurs sont tenus des délais qu'ils ont promis aux acquéreurs VFA. Donc, pire si c'est des acquéreurs professionnels qui attendent moins et pour lesquels les pénalités de retard sont plus importantes. Donc, il ne faut pas oublier que le promoteur est quand même lié à cette dualité dont on parlera plus loin, enfin d'autres parleront pour nous. Voilà, donc j'avance tout seul puisque j'ai perdu Jean-Philippe. La question des délais et la question du prix et de son évolution au regard des situations, évidemment, est fondamentale. Les délais, je vous l'ai dit, et le prix ne sont pas modifiés intrinsèquement considérés en marché privé par l'ordonnance 306. C'est le choix du gouvernement, c'est un choix qui est général, c'est pas un choix, je ne prends pas la construction. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en principe, le prix reste
le même et le temps d'exécution reste le même. Pour le temps d'exécution, c'est vrai, mais les conséquences pratiques de ce temps d'exécution ne sont pas tout à fait identiques. Pourquoi ne sont pas tout à fait identiques? Parce que les sanctions potentiellement applicables sur le plan contractuel du non-respect des délais sont paralysées par l'article 4 de l'ordonnance 306. Comme on paralyse les clauses pénales, comme on paralyse les clauses résolutoires, en réalité, le maître d'ouvrage n'a plus du coup les outils pour dire tu n'as pas respecté les délais, donc tu seras puni, tu auras des pénalités. Autrement dit, là on rejoint ce qu'a dit Élise dans l'analyse de la prorogation des délais, l'application de cette espèce de suspension, paralysie, cristallisation des mécanismes de sanctions liés au non-respect des délais, bien évidemment, ça conduit de fait les parties à devoir renégocier un calendrier. De manière très simple. Deux observations là-dessus. Un, aujourd'hui, en fait, les parties sont incapables de dire à quel niveau de dégradation. Cyril, je suis revenu. Bon, je suis dans les délais contractuels nouvelle version. Donc, je termine ce pitch-là et après, tu pourras parler de la nécessité de réévaluer le prix et la nécessité de la gestion des coûts objectifs de la dégradation. D'accord? D'accord. Délai, je termine ce sujet-là. Donc, c'est le point 8. On peut constater quoi? C'est que qu'on doit poser des nouveaux calendriers, mais ces calendriers, contrairement aux calendriers habituels, ne sont pas des calendriers avenantés. D'habitude, quand on recale un calendrier, on constate du retard, on dit que du coup, on va replacer des dates et ces dates jalons devront être respectées. Et voilà, alors on le fait une fois, on le fait deux fois, des fois trois fois, enfin ça dépend. Ici, on n'est pas dans une situation classique. Pourquoi? Parce que le délai rallongé est lié à une contrainte dont la durée n'est pas connue. Autrement dit, le niveau de dégradation est la conséquence des règles de distanciation sociale qui s'imposent à nous tous pendant une période qui un jour prendra fin. Mais on ne sait pas quand. Donc évidemment, si le chantier a vocation à se terminer en septembre, on a quand même tous l'impression que la fin du chantier va de fait se faire sous l'empire du Covid. Mais si on a un chantier qui vient de démarrer en exé, on sait qu'il y aura une période Covid et une période non Covid. Or, les calendriers recalés dont on parle ne sont subordonnés qu'à l'incidence de cette réglementation contraignante. Autrement dit, ce sont des calendriers réévalués sous l'empire de la réglementation et donc ils auront vocation à un moment à rebasculer vers un calendrier normal. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau. C'est la première observation qu'on doit faire. Il faut tenir compte de cette logique-là. La deuxième contrainte technique matérielle qu'on a, c'est que déterminer le niveau de dégradation est très délicat, voire impossible. En tout cas, dans cette première période d'exécution qu'on a actuellement, on ne sait pas quel va être le niveau de production et c'est légitime qu'on ne l'ait pas. Et du coup, ça appelle la nécessité de mettre en place des organes de gestion de ces délais-là, autrement dit des comités de pilotage. On le fait beaucoup en CPI, on le fait dans certains programmes, on le fait quand on a des VFA complexes, etc. Ici, c'est capital. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'on regarde au fur et à mesure de l'avancement. Pourquoi? Parce que le maître d'ouvrage, lui, il veut quand même savoir quand est-ce que ça va sortir. Mais le maître d'ouvrage, c'est quelqu'un qui est craintif. Il a la crainte de quoi? Et une crainte qui est légitime. On a tous fait un petit peu de chantier pratique. On sait comment ça marche. Il se dit, oui, mais imagine Robert, il joue pas complètement tout à fait le jeu. Je voudrais pas que sous couvert du Covid, il justifie des retards alors que c'est lui qui a pas mis les gars sur le chantier. Voilà. C'est un exemple théorique parce qu'évidemment, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité des chantiers, mais c'est une idée qu'il peut avoir. Et pour le rassurer, il est possible, il est même opérant, il est même légitime de mettre en place ces comités qui permettent de faire un point avec l'OPC, avec la maîtrise d'œuvre de suivi d'exécution, hebdomadaire, bimensuel, de savoir comment ça avance et du coup de recaler des plannings pour tenir compte de ça. C'est la première contrainte évidente et utile. Deuxième contrainte, c'est qu'évidemment, comme on l'a dit, la contrainte sanitaire va prendre fin un jour, mais elle évolue dans le temps. Et donc, comme elle évolue dans le temps, la contrainte qu'on a en reprise d'il y a 15 jours, c'est déjà plus la contrainte d'aujourd'hui. C'est probablement pas la contrainte de dans 3 semaines. Autrement dit, cette logique d'évolution de la contrainte sanitaire et de notre expérience aussi qu'on a de cette contrainte sanitaire appelle une évolution temporelle progressive et une détermination de ces calendriers recalés pendant une période Covid qui prendra fin le jour où la période Covid s'arrêtera. Et là, du coup, il faudra poser un nouveau calendrier contractuel contraignant en mode normal. Voilà les observations pratico-pratiques qui appellent de mes voeux quoi? C'est un truc qu'on a tout de suite vu avec Jean-Philippe et tout le monde est d'accord sur ce sujet-là. Il faut aller à l'accord. Il faut aller vers la construction d'un accord déterminant sur le temps. Mais le temps n'est pas tout.
car le temps, c'est souvent de l'argent. Et du coup, c'est Jean-Philippe qui s'y colle. Comment on peut appréhender la question de la gestion du pognon sur cette période de Covid? Parce que évidemment, c'est le nerf de la guerre aussi, parce que toutes les trésoreries souffrent. Évidemment, c'est un sujet fondamental. Alors, du coup, c'est moi qui parle de l'argent. Alors, juste avant, tu as parlé de quelque chose et tu en as parlé à plusieurs reprises au fil de notre intervention. C'est cette espèce de découpage du temps qui est essentiel. Tu en as parlé jusqu'au 2 avril. Alors, juste pour préciser, parce que pour beaucoup, le guide de l'OPP-BTP, c'est le guide du 3 avril, mais en réalité, c'est du 2 avril au soir. Hein. C'est pour ça qu'on parle de guide du 2 avril et que peut-être qu'on voit assez fréquemment écrit ou qu'on entend assez fréquemment guide pratique du 3 avril. Il y a les gens qui travaillent le soir, il y a des gens qui se réveillent le matin, commencent à 10h. Pour eux, c'est le 3 avril. Il y a des couches tôt, des couches tard. C'est ce qu'on peut dire effectivement. Non, cette idée de séquence est importante et c'est vrai qu'il y a une idée finalement de tant que dès que. Tant que ça dure, on a besoin d'observer, de se dire en mode dégradé, les choses elles sont à peu près dans cet état-là. Et tant que ça dure, on a une idée. Après une observation plus ou moins rapide, on peut se dire, bah oui, là j'arrive à voir peut-être combien de temps en plus ça va mettre, pour parler simplement, combien ça va coûter en plus tant que ça dure comme ça. Et puis dès que ça changera, et là ce temps dès que, il est peut-être pas unique, il est peut-être pluriel, parce que on aura tant que les nouvelles mesures sanitaires seront en place. Et puis dès que finalement, ces mesures seront complètement achevées, alors on pourra reprendre dans un mode normal. C'est important de garder en tête cette séquence du temps, hein, c'est essentiel. Pour revenir au prix, en réalité, c'est la même logique. Hein. Il va falloir déterminer quels sont les surcoûts. Et là, tu en as parlé tout à l'heure, et on a vraiment deux choses différentes. D'abord, de nouvelles obligations qui, elles, ne peuvent pas être dans le forfait de l'article 1793 du Code civil. Et ces nouvelles obligations, pour qu'elles puissent être exécutées, évidemment, elles devront être chiffrées et elles devront être payées. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je crois que personne là-dessus ne discute. En revanche, là où il peut y avoir une difficulté, ce sont les obligations initiales qui, dans un mode d'exécution dégradé, peuvent coûter plus cher. Il n'y a pas forcément de raison que ça coûte beaucoup plus cher, mais ça peut coûter plus cher. Il y a des surcoûts objectifs. Hein, on l'a dit, des choses dont on ne sait pas trop si ce sont des obligations nouvelles ou si ce sont de nouvelles modalités d'exécution des obligations initiales, avec par exemple l'obligation de fournir des masques, avec un certain nombre... Est-ce qu'on m'entend toujours? Très bien. Oui, parce que j'ai toujours peur que ça coupe. Hein. Non, tu es là, tu es en place, tout va bien. Bon, j'imagine que tu as dit beaucoup de mal de Monaco Télécom, de la connexion en principauté, etc. Oui, comme d'habitude. Bon, et du coup, quand on envisage ces modalités dégradées d'exécution des obligations initiales, on peut se dire finalement, il y a un coût qu'on va qualifier d'objectif, les masques, les nouvelles installations de chantier. La vraie question, c'est qui les supporte. Et on en revient toujours à la nécessité ici de sortir par le haut, parce que chacune des parties peut se dire, moi, s'il n'y a pas de prise en charge de ce coût-là par l'autre, je n'exécute pas. L'autre peut se dire, non, mais c'est pas à moi. Moi, de toute façon, j'ai un forfait. Il ne s'agit pas d'obligations nouvelles. Pour moi, ce ne sont pas des obligations nouvelles. Ce sont juste des modalités différentes d'exécution des obligations initiales. Ça ne me regarde pas. Je n'ai pas à supporter le coût, finalement, ou le surcoût lié à ces circonstances-là. Si chacun reste campé sur ses positions, il y a des chances que rien n'avance. Et tout à l'heure, tu as parlé d'un maître d'ouvrage craintif. Je veux pas te donner l'impression de prendre la défense des promoteurs à tout craint, mais très souvent, si le maître d'ouvrage est craintif, c'est certes pour toutes les circonstances que tu as pu évoquer sur le chantier, mais c'est aussi parce que de l'autre côté, et sans parler de la VFA, mais vous voyez que je suis toujours attiré, une espèce d'attraction de la VFA pour qu'à un moment j'en parle, c'est que lui-même est contraint par des délais à l'égard de ses propres co-contractants, et que lui, il est un peu entre le marteau et l'enclume. Je l'ai dit. Oui, je sais que tu l'as dit. Pas là, je l'ai dit. Tu l'as dit quand je n'étais pas là, d'accord. Et finalement, c'est ça sa vraie crainte. Et donc, il y a une question de libération de pression aussi dans les rapports avec les acquéreurs. Et c'est là qu'il y a aussi une négociation à avoir. Et en dehors du secteur protégé du logement, peut-être un certain nombre de leviers qu'on peut faire jouer. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, malheureusement. Oui. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'envisager ça aussi. Donc voilà, au niveau des prix, d'abord cette distinction, obligations nouvelles, elles sont hors forfait. Celles-là, il faut les chiffrer. Il n'y a pas de doute. Elles seront payées, prises en charge par le maître d'ouvrage. Pour ce qui concerne en revanche les obligations initiales, même dans un mode peut-être dégradé nouveau, dans de nouvelles modalités d'exécution, une discussion doit s'engager. Et là, évidemment, on peut discuter. On peut toujours considérer qu'on a raison, mais je crois que si on arrive à s'entendre, c'est quand même la solution de sortie par le haut qu'il faut privilégier. Ouais, on en finit avec la première partie. Une dernière observation, parce que c'est une question qui a été posée et on y répond donc au fil de l'eau. C'est la question du référent Covid. C'est la nature du référent Covid. Alors nous, on vous pose
notre analyse qui peut être discutée, le référent Covid n'est pas un prestataire de service. Je parle ici du référent Covid du maître d'ouvrage, parce que c'est quand même celui-là qui pose le plus de difficultés. N'a pas vocation à être un mandataire du maître d'ouvrage. C'est en fait un espèce d'AMO, très concrètement. Il a vocation à réaliser des prestations pour le compte du maître d'ouvrage, mais il n'a pas le droit de prendre des engagements pour le maître d'ouvrage. Autrement dit, sa présence sur le chantier n'a pas vocation à constituer un validant ou un invalidant du respect ou du non-respect de la problématique Covid sur le chantier. Pour ça, on a un CSPS, on a des entreprises, on a potentiellement un maître d'œuvre chargé de la DET qui va dire attention, là je comprends pas. Donc c'est celui qui va être la courroie de transmission de la gestion de ces questions Covid spécifiques sur le chantier. Et en ça, il n'est qu'un prestataire, il ne peut pas être un mandataire puisque le maître d'ouvrage n'a pas vocation à prendre position. Après, évidemment, le maître d'ouvrage peut, s'il estime que les conditions sanitaires ne sont pas respectées, intervenir, prendre des sanctions, des résiliations, parce que c'est une question importante qui l'intéresse. Deuxième observation, il faut être très attentif sur la question de la couverture d'assurance de ces personnes-là. Et donc, c'est des questions qui ont été beaucoup discutées, mais pour lesquelles, du coup, il ne faut pas qu'ils soient mandataires, parce que ce sont des polices RC qui vont s'appliquer. Les polices RC, je vous rappelle, les seuls mandats qui existent dans les polices liées à la construction, c'est ceux du promoteur. C'est le mandat du CPI, voilà. Donc ça, c'est possible, mais ce n'est pas le cas de ces personnes qui vont avoir vocation à assumer cette fonction. Et dernière observation qui, là, est une discussion, elle est ouverte, elle est discutable et il n'y a pas de position prise. Il y a une interrogation sur la compatibilité potentielle du rôle de référent Covid par le CSPS sur le même chantier que celui sur lequel il a déjà la fonction de CSPS, parce qu'il y a un texte réglementaire du Code du travail sur la notion d'indépendance, mais on a la même logique d'indépendance sur la question du contrôleur technique qui existe aussi, qui pose la question, est-ce qu'on peut à la fois être référent Covid du maître d'ouvrage et CSPS? Il y a du pour, il y a du contre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que cette question soit ostensiblement vue par l'assureur, sinon ça pourrait poser problème un jour. Donc, je vous conseille quand même de vous renseigner sur cette partie-là. Et le deuxième sujet, je dirais que c'est une question, une approche qui est générique. Et moi, je dirais que c'est un acte de foi. Là, pour le coup, c'est une conviction très profonde. Je pense que ce qui fait la bonne construction, c'est quand tous les pouvoirs ne sont pas dans la même main. Et donc, je pense qu'un type qui fait le PGC n'a pas vocation à être celui qui donne les informations à la maîtrise d'ouvrage, sinon il a deux casquettes. C'est une question de bon sens. Voilà. Tout comme je suis assez hostile aux contrats de conception-réalisation qui ont vocation à tout englober ou au fait qu'un constructeur estime qu'il n'a pas besoin de maître d'œuvre indépendant, parce que je pense qu'en fait, ça peut marcher ponctuellement dans certaines situations, mais globalement, c'est une mauvaise idée. Donc voilà les idées qu'on peut poser sur la question du référent. C'est très rapide. C'est un peu volontariste comme discours. Mais voilà, c'est des questions dont on reparlera beaucoup parce que cette figure un peu satellitaire qui est là pose question. Et donc voilà, on voulait. Et donc on va arrêter là sur notre premier temps 1 puisqu'il nous reste 2 minutes, Jean-Philippe. Non, on a commencé aux alentours de 45, donc on peut. On a 7 minutes. Et donc on doit attaquer la partie pratico-pratique, fermeture de chantier, reprise d'activité. C'est le cœur de l'activité aujourd'hui. Je te donne la main sur les arrêts de chantier. Bon, sur les arrêts de chantier, finalement, le constat assez généralisé à partir du 17 mars, c'est un arrêt des chantiers. Là, pour aller vraiment très très vite, deux possibilités. Soit l'arrêt de chantier est à l'initiative du maître d'ouvrage, donc on a une espèce d'ordre de service ou en tout cas de manifestation de volonté en ce sens. Soit c'est un arrêt de fait parce que tout simplement les entreprises maîtres d'œuvre ont refusé ou tout simplement ne pouvaient pas reprendre. Dans des conditions acceptables. Donc on a un arrêt et le problème de l'arrêt de chantier, c'est tout ce que ça entraîne en termes de conséquences. Donc là vous voyez qu'on vous a mis dans le plan mesures de mise en sommeil des chantiers qui fait quoi finalement qui a vocation à prendre un certain nombre de mesures. On sait que c'est à l'entreprise finalement de mettre en sécurité et d'assurer la sécurisation des ouvrages qu'elle réalise. On sait qu'on a également un certain nombre d'obligations qui vont peser sur les uns et sur les autres. Pour introduire, ça va évidemment poser la question de la garde du chantier pendant cette période-là, de son gardiennage. Là, on a une proximité terminologique, mais évidemment juridiquement, ce n'est pas la même chose. L'un, la garde est une notion proprement juridique, l'autre, le gardiennage est un élément factuel. Et finalement, on se rend compte que la question demeure entière. Qu'est-ce que je fais quand je suis entrepreneur? Qu'est-ce que je fais quand je suis maître d'œuvre et que je me retrouve dans une situation où le chantier est arrêté? J'avais tant de personnes habituellement sur le chantier. Là, je me retrouve finalement face à une situation que je maîtrise assez mal. Et j'ai en plus de ça les rapports avec mon assureur à gérer. Cyril, si on fait un petit jeu de ping-pong pour aller plus vite, comme ça
Ouais, alors je pense que sur la question de la garde, du gardiennage, parce que la garde du chantier c'est un autre sujet, la question du gardiennage du chantier, c'est la problématique de l'arrêt de chantier pour les assureurs. Donc c'est un peu tard, j'ai envie de dire maintenant, mais enfin, ça Oui, sera un sujet qu'on aura dans les dossiers. voilà, C'est ça vaut le coup d'en parler. et voilà, les entreprises comme la maîtrise d'ouvrage, comme la maîtrise d'œuvre, sont censées, par le biais des stipulations contractuelles de police d'assurance, faire état de toutes les suspensions de chantier qui dépassent une certaine durée. Alors la durée peut être variable dans les contrats, ça peut être 15 jours, ça peut être 30 jours, mais dans tous les cas, il existe des clauses de cette nature-là. Or, de fait, quasiment tous les chantiers ont été arrêtés, il y a de très rares exceptions, et ils ont été arrêtés plus de 30 jours en réalité. Donc la quasi-totalité des chantiers l'ont été longuement. Et dans ce cas-là, l'assureur va être vigilant. Pourquoi il va être vigilant sur 2 points? Il va être vigilant, premier point, sur est-ce que les interventions liées aux actes de conservatoire de préservation des ouvrages arrêtés ont bien été faites. Et du coup, là, un constat contradictoire est capital, parce que l'assureur dit, ah ben t'es mignon, mais t'as pas étayé le plancher qui était en cours de pose, de réalisation. Du coup, potentiellement, ça a déjà fléchi. Comme ça a fléchi, tes aciers, ils ont plastifié. Comme ils ont plastifié, bah, du coup, ton ouvrage, il est pourri. Mais il n'est pas pourri parce que, en réalité, on a interrompu, mais on n'a pas pris les mesures qui permettaient de préserver l'ouvrage pendant la période de suspension. Couverture d'une toiture qui n'était pas finie, bâchage, enfin voilà, toutes ces questions Voilà. pratico-pratiques. Or, cette question, ça va redescendre où? Ça va redescendre soit in concreto pendant la durée du chantier sur les TRC. La question de ça, là, évidemment, la TRC vous dira, bah, c'est une circonstance aggravante qui est le fait de vous, en fait. C'est pas lié à ma police, parce que même si je couvre les dommages non accidentels, j'ai pas vocation à les couvrir. Donc, la question de la déclaration et des actes conservatoires est fondamentale, mais potentiellement aussi, ces désordres-là, on va les constater post-réception, parce qu'au début, on va pas le voir, et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura un litige, on dira, mais quand est-ce qu'on a construit cet ouvrage? On s'apercevra que le gros œuvre, il a été réalisé, ou l'étanchéité a été réalisée à un moment où c'était la période Covid. Et du coup, ressurgiront des problématiques liées à est-ce que l'assureur peut opposer ces questions-là? Donc, je dirais que la première dimension, c'est les actes conservatoires. Deuxième dimension qui est plus problématique, c'est la question de l'aggravation de risque. Vous savez que c'est cette théorie qui permet à l'assureur de dire, ben moi, en fait, le risque que j'ai pris, c'est pas le risque actuel. Le risque actuel, c'est quoi? C'est il y a un incendie. On prend une TRC, il y a un incendie pendant l'arrêt de chantier, il y a eu une dégradation qui a été faite par des mecs qui ont volé des trucs sur le chantier, plein de trucs comme ça. Il y en aura des sujets comme ça qui vont apparaître parce que évidemment il y en a qui ont été confinés, des gens sérieux comme nous, puis il y en a qui se sont dit tiens c'est l'occasion d'aller faire les nigauds ou d'aller faire une opération. Je récupère des robinetteries greuses sur les chantiers de Quimper, de Lorient ou de La Ciotat. Et donc ces questions-là, les assureurs potentiellement pourront invoquer le fait qu'ils n'ont pas été informés ou que les mécanismes de prévention du risque n'ont pas été réalisés. Donc faites très attention à ces questions assurantielles qui sont intimement liées à la sortie du chantier et au gardiennage qui a été réalisé sur l'opération pendant la période Covid-19. Sur la question de la garde, très vite, on sait que l'entreprise a la garde des ouvrages qu'elle réalise, ce qui pose un certain nombre de problèmes dans une situation comme celle qu'on connaît. Ceci d'autant plus que les clauses contractuelles et le CCAG lui-même, quand on envisage NORMAF 03001, finalement peut lier cette garde ou en tout cas cette mise des risques à la charge de l'entrepreneur à la durée d'exécution des travaux, ce qui dans une période de suspension des travaux pose évidemment question, interroge sur la portée finalement d'une telle clause. Et donc là on a intérêt à être attentif. On a intérêt à prêter attention à cette difficulté-là, parce que finalement, en dehors des articles 1788, 1789 du Code civil, on n'a pas énormément de textes sur la garde finalement des travaux, sur la garde de l'ouvrage, sur la garde du chantier. On n'a pas grand-chose. On a des prévisions, CCAG, clauses contractuelles peut-être plus précises dans certains contrats, mais faut-il encore vérifier la rédaction de ces clauses-là? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Cyril, là-dessus? Non, je pense que c'est assez clair et il faut qu'on aille un petit peu au bout du sujet parce qu'on est un peu à la fin. Donc sur la, on l'avait quand même pas mal. Voilà. On peut synthétiser. On va faire un propos, je dirais un peu conclusif de synthèse sur la question de la reprise d'activité. Comme on l'a vu, et je dirais qu'on va essayer de ramasser tout ce qu'on a dit. Et on est vraiment désolé parce qu'une heure, ça passe à une vitesse. Il y a tellement de choses dont on aurait voulu parler, mais c'est comme ça.
euh, la- les acteurs de la construction et tous doivent faire face à une situation que personne n'avait vu venir. C'est pas vrai de dire l'inverse. On doit donc s'adapter. S'adapter, c'est quoi? C'est avoir une vision qui est constructive et pas obtuse, qui n'est pas juridique à l'excès, mais qui peut s'appuyer sur le droit pour trouver des solutions pragmatiques. Et je pense que notre devoir à tous, ici il y a beaucoup d'avocats, j'ai vu qui participaient, notre devoir à tous, c'est d'essayer plutôt de rapprocher les points de vue pour savoir trouver un point d'équilibre qui permette la reprise des chantiers, leur continuation pondérée, etc. Je dirais que ça, c'est le temps de l'urgence. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire. Et aller dans un biais contraire et assigner et pas chercher à protocoler, c'est une connerie. Je veux dire. Le litige qu'on a vu vendredi sur les pertes d'exploitation et les assureurs, c'est inacceptable qu'on n'ait pas réussi à trouver des accords sur ces questions-là. Et je sais qu'on peut y arriver si on a des velléités fortes. Donc là, c'est un point de vue qui est très pratico-pratique, mais je pense qu'il est fondamental. On est dans une situation difficile et la morale exige, comme le droit l'impose, on doit trouver des accords pour savoir comment gérer ce qui n'a pas été prévu avant. Ça, je dirais, c'est maintenant. Demain, il y a deux sujets. Un sujet qui est, je dirais, demain. Il va falloir qu'on adapte nos pratiques, qu'on adapte nos marchés, qu'on adapte nos contrats, parce que c'est pas possible qu'on se fasse attraper une deuxième fois. Parce que là, pour le coup, ça sera plus imprévisible. Parce que pour le coup, on sait que ça peut exister. Donc, il est de notre devoir, et nous, avocats, comme notaires, comme tous, on doit faire en sorte d'adapter nos clauses pour anticiper si un jour ça revient. Et malheureusement, il y a un Covid-19, et je peux déjà vous dire, et je suis pas au devant qu'il y aura un Covid-20, un Covid-21, un Covid-22, ou après ça s'appellera plus Covid et on aura une autre dynastie de rois virus qui arrivera. Ça, c'est après-demain. Et après-demain, on va avoir des contentieux sur l'acte de construire en période Covid. Et je vous conseille de conserver, si vous êtes en pratique avec vos entreprises, vos maîtres d'ouvrage, qui conservent la majorité des documents, les échanges de mails, tout ce qui a été fait là, parce que ça va servir, ça sera du grain fin et ça sera important. Et il y aura forcément des résurgences, de l'opportunisme. Et là, ça sera plus le temps des accords négociés, ça sera le temps d'une querelle juridique profonde, parce que quand ça coûtera 12 millions et qu'on est en rapport avec un Covid-19, bah, tout le monde sortira ses arguments. Donc, gardez en stock, même quand la vague sera passée, gardez en stock tout ce matériau, toutes ces notes, tous ces décrets, tous ces arrêtés, tous ces télégrammes du ministère de ceci, parce que ça sera plus difficile à trouver ces éléments-là dans 4 ans, dans 5 ans, quand vous aurez vocation à devoir faire des dossiers au fond sur ces questions fondamentales. Et au milieu et au tout début de ces contentieux au fond, il y aura évidemment tous les contentieux DGD. Là-dessus, là à nouveau, soyons pragmatiques, essayons de trouver des accords. Former un bon protocole, c'est éviter des contentieux à venir sur les DGD. Et il faut anticiper ces questions-là, sinon on va avoir la totalité des chantiers en France objet de contentieux sur les réclamations financières et les délais. Et c'est pas possible. On n'est pas capable de le gérer cette situation-là. Donc c'est un appel fort à ce que nous soyons pragmatiques et intelligents sur cette période-là. Et pour le reste, ben voilà, tout ce qu'on n'a pas dit, on en a dit beaucoup dans l'article que Jean-Philippe a traité. Et puis on se reverra évidemment sous d'autres cieux, dans d'autres endroits, et on échangera à nouveau sur ces questions complexes.